Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai porté pendant longtemps une tristesse, je peux être souvent triste, je vis tout comme une agression ou un drame dans mes émotions et tout. Mais en fait, la vérité c'est que j'aime trop vivre, j'ai un désir immense de vivre des choses, que c'est ce désir-là qui m'a sauvée, qui m'a donné envie de me battre, qui m'a donné envie de me guérir. Nouvel épisode avec une des artistes que j'ai le plus écoutée en 2024, Adèle Castillon. Adèle, elle a commencé sur YouTube quand elle avait 13 ans, elle a fait du cinéma, puis de la musique à 16 ans avec son duo Vidéo Club. Premier single du groupe, premier carton avec le morceau Amour Plastique, 150 millions de vues sur YouTube, plus de 300 millions de streams sur Spotify. Après la fin du groupe, elle se lance en solo avec un très très bon premier album en 2023, Plaisir, Risque, Dépendance, un album pop et hyper lumineux dans les sonorités, même s'il aborde des sujets compliqués comme l'addiction aux médicaments. Et puis elle enchaîne cette année avec Crève-Cœur, un double EP très très stylé, vraiment je l'écoute en boucle, c'est abusé. Je suis trop contente donc d'avoir pu me poser avec elle pour parler de plein de choses, notamment de l'évolution de sa carrière, d'aimer travailler dans le chaos, de cultiver la gratitude, même si ça ressemble très fort à un concept yogiti, d'addiction et de comment elle s'en est libérée et de comment elle a eu un stage chez Studio Bagel en faisant du rap. J'espère que ça vous plaira. Est-ce que tu peux parler dans le micro ? Ok, est-ce que tu m'entends bien ? Test. Adèle, c'est moi, j'ai 23 ans. 23 ans. Toi, t'as quel âge ? J'ai 30. 30 ? Ouais. Ça va. Oui, non, ça va, j'ai la vie devant moi, mais bon, faut y aller là. Ouais, c'est les 30 quoi, t'es encore jeune à 30 ans. Mais je crois que c'est le premier cap qui est un peu... En vrai, moi, j'aime bien. En fait, j'ai l'impression que les 3/4 des gens que je connais, ils ont été beaucoup plus heureux dans la trentaine que dans la vingtaine. Ouais, moi, j'ai l'impression que 30 ans, c'est le moment où ça se stabilise un peu. Ouais, où tu sais un peu ce que tu veux, tu sais un peu où tu vas. Mais t'as encore quand même la possibilité de faire de la merde. Ouais, ça, c'est important. Oui. C'est pas genre dernière ligne droite. Non, j'aime bien. T'as toujours fait des trucs en étant la petite jeune qui fait. Ouais. Est-ce que ça va t'angoisser quand ce sera plus le cas ? Ça m'angoisse déjà. Ah ouais ? Ouais, parce que j'ai l'impression de plus être... Pas de plus être jeune, parce que je sais que je suis jeune, mais j'ai l'impression que ce qui était extraordinaire, c'est quand je faisais des choses folles, genre aller interviewer le Dalai Lama et que j'avais 14 ou 15 ans. Et bah les gens relevaient ça, quoi. Mais elle est tellement jeune, elle fait des trucs, elle est tellement jeune. Et là, bon bah ce que je fais, c'est toujours aussi extraordinaire, mais ça l'est moins parce que j'ai 23 ans, c'est un peu plus normal. Ouais, c'est plus une spécificité. Ouais. Mais d'un côté, c'est aussi cool quand les gens voient ce que tu fais pour la qualité de ton taf et pas parce que t'es jeune. Bien sûr. Mais ouais, ça doit être... Enfin, moi, j'ai un peu ça déjà avec l'âge de me dire, ouais, maintenant, ça va plus impressionner qui que ce soit. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avais tellement ce truc-là, moi. Pendant longtemps, j'étais la petite jeune qui faisait des trucs trop stylés. Après, bon, je suis encore jeune, je le sais. Ouais, puis surtout, t'as pris de l'avance en termes de connaître des choses. Ta progression, elle a commencé quand t'avais 13 piges, du coup. Ouais. Oui, donc en vrai, c'est faux. J'ai déjà 10 ans de carrière. Ouais, c'est ça qui est dingue. zinzin. J'ai 23 ans et j'ai 10 ans de carrière, ça, c'est ouf. Ça bougera pas. Le podcast s'appelle Les gens qui doutent. Ouais. C'est quoi ton rapport, toi, au doute ? C'est tous les jours, tout le temps. Je fais que douter, je me remets en question tout le temps. Tout ce que je fais, je le remets en question. La musique que je fais, un jour, je trouve que c'est du génie et que ça va être génial. Le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire ? Donc, je remets toujours tout en question. Et j'ai beaucoup de mal à me laisser aller, à lâcher prise, à avoir confiance en moi dans ce que je fais. J'apprends, mais le doute, c'est genre au cœur de ma vie. Mais en bien ou c'est plus paralysant qu'autre chose ? Ça dépend, je pense que dans le travail, c'est bien que je doute. Parce qu'en vrai, si j'étais tout le temps persuadée que c'est génial ce que je fais, ce serait même plus intéressant de le faire. Mais par contre, dans ma vie quotidienne, dans le quotidien, dans mon rapport aux autres, dans les liens sociaux, là, je trouve ça plus embêtant. Moi, je suis très caméléon, par exemple. Okay. J'ai tendance à beaucoup m'adapter aux gens, aux personnalités. Et du coup, je sais que je mentalise beaucoup toutes mes interactions et je doute beaucoup de moi et j'ai du mal à me montrer comme je suis parce que j'ai du mal, en fait, à savoir qui je suis vraiment parce que je suis trop caméléon. Et du coup, c'est pour ça que je me sens toujours un peu en doute.
Comment tu vas le savoir alors enfin, comment tu vas fixer, te dire ah ok, en fait c'était ça ma personnalité depuis le début, c'est juste je sais pas encore ou... Les sensations, quand je sens que je me suis un peu trop éloignée, soit de mes valeurs, soit de qui j'ai envie d'être. Je le sens, mais toujours après coup. Et c'est ça qui me guide un peu aussi sur qui je suis et ce que j'aime, les gens avec qui j'aime traîner. Mais ouais. Donc t'es toujours à rentrer chez toi après un truc et te dire waouh, qu'est-ce que j'ai foutu Ah ouais. Ça c'est un classique. Qu'est-ce que j'ai foutu, mais qu'est-ce que j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit autant, pourquoi je me suis autant montrée sous cet angle-là et tout. Ouais, ça pour moi c'est du doute aussi. Ouais, un peu là. Moi j'ai souvent ce truc de putain, j'ai existé beaucoup trop fort. Ah, c'est horrible. Oh là là, j'ai pris de la place. Ouais. T'arrives toi à prendre de la place? Oh oui. J'en prends peut-être même trop, je pense, parfois. Ah ouais? Enfin, j'aime prendre de la place... Enfin, comment expliquer? Sans avoir l'air... tu mégalo peux, hein. Mais c'est juste que j'aime énormément rigoler et j'aime faire rire, j'aime provoquer le rire des gens que j'aime. Et donc, j'aime me donner en spectacle, j'aime prendre de la place. Mais j'essaye aussi de trouver les bons moments et de pas le faire tout le temps parce que sinon ça devient invivable pour les gens autour de moi. Mais je crois que j'arrive à prendre de la place. Et puis quand je monte sur scène et que je fais des concerts, bah là c'est le summum de prendre sa place. J'ai l'impression c'est parce qu'en plus les gens ont payé pour te voir exister. Les gens ont payé pour te voir exister et faire. Enfin moi quand je suis sur scène, j'ai vraiment cette sensation en tournée de me dire bah c'est là que je devais être depuis le début. Je suis à l'endroit où je dois me trouver. Tu t'étais pas dit ça aussi quand t'as commencé le cinéma? Si. En vrai, tout ce monde-là, de me mettre en avant, le rapport à la création, le fait de me mettre en jeu, c'est un endroit où je me sens bien. Donc je vais me dire ça sur une scène de théâtre, une scène de concert, sur un plateau de cinéma. C'est vraiment des endroits où je me sens bien et où j'ai l'impression d'appartenir. Mais t'as toujours, vu que tu fais des vidéos depuis que t'as 13 ans, t'as toujours un peu genre existé via le regard des autres. Est-ce que c'est un truc qui, à un moment, t'a fait te poser des questions enfin, comment tu vois ça, vu que t'as très vite eu ce rapport au public, t'as très vite été regardée? Bah, comme je te disais, je suis très caméléon, donc forcément, quand tu te sens caméléon et que depuis que t'as 13 ans, t'es sur Internet et t'as envie de plaire à tout le monde, le maximum de gens possible, ça fausse un peu un truc. En tout cas, ça dérègle un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est un travail que je fais qu'aujourd'hui enfin, que j'avais pas à faire au début, parce qu'au début, quand je suis arrivée sur Internet, que j'avais 13 ans, bah, j'étais Adèle Castillon, 13 ans, et j'avais encore très peu, enfin, je comprenais pas encore trop comment ça fonctionnait, la société, les gens, les rapports humains et tout. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et j'ai l'impression d'avoir perdu avec le temps un petit peu de mon authenticité, parce que justement, le besoin de plaire, le besoin d'être écouté, le regard des autres qui prend une place de plus en plus importante. En grandissant, en faisant sa puberté, en voulant plaire aux garçons. Il y a eu tout qui s'est mélangé, le regard des gens sur les réseaux sociaux, les critiques, le fait de se regarder, de faire des montages vidéo, se regarder. Tout ça, au bout d'un moment, ça dérègle. Et là, aujourd'hui, vraiment, je pense depuis 1 an et demi, j'ai l'impression de refaire ce travail, enfin de prendre le temps de faire ce travail de me réapprécier dans mon authenticité, d'essayer de réapprendre à m'aimer, de moins me juger. Alors essayer de faire moins attention au regard des autres, c'est difficile parce que c'est un truc qui est en moi et voilà. Mais en tout cas, accepter que je suis comme ça et accepter que je peux pas plaire à tout le monde. Enfin, moi, et comment tu réussis à faire ça? Parce que c'est un peu le taf d'une vie, quoi, en vrai. Ah bah, je sais pas si je réussis, mais en tout cas, en faisant des choses qui me font du bien, en étant avec des gens que j'aime et qui m'aiment comme je suis. Puisque le regard des autres compte autant pour moi, il faut que les gens dont le regard compte soient des gens bienveillants autour de moi. Donc ça, et puis en allant chez ma psy toutes les semaines et en écrivant des chansons et en travaillant et en étant fière de moi, en faisant des choses qui me font du bien. T'as quel regard maintenant sur les vidéos que tu faisais quand t'étais toute jeune? Je suis fan. Ah ouais? Ouais. Franchement, j'ai de la chance, j'ai jamais eu honte ou
là où il y a des gens qui pourraient être un peu dans le rejet et tout, aujourd'hui, j'ai vraiment un regard déjà super bienveillant sur cette petite fille qui se lance sur Internet. Je trouve ça dingue. Genre le culot que j'ai eu, le toupet, et comment je m'en battais les steaks, c'est assez incroyable. Et non, je suis trop fière d'elle, et je pense qu'elle aussi serait fière de moi de me voir ici. Donc j'ai un rapport vraiment bienveillant avec cette petite fille. Et bon, j'en ai mis pas mal en privé parce que, non pas que je n'assumais plus, mais plus dans un truc de légitimité par rapport à la musique, pour pas tout mélanger et tout. Mais les vidéos, elles existent encore, parfois je les remate. Il y a des choses qui me font encore beaucoup rire aujourd'hui. Donc non, je suis trop fière d'être passée par cette case-là. T'as commencé quand et comment la musique ? La musique, j'ai toujours été très attirée par la musique depuis toute petite. J'étais fan d'Hannah Montana et sa double vie avait tellement d'attrait pour moi. J'avais envie d'être une rockstar et en même temps d'aller à l'école et que personne ne le sache. Donc j'ai un peu retrouvé ça quand je commençais sur Internet. Le fait d'avoir cette double vie. Et non, la musique a toujours été très importante, avait une place centrale dans ma vie. Je faisais un peu de piano de mon côté, je chantais beaucoup. Mais pour moi, chanter devant les gens, c'était genre, ça relevait d'un miracle parce que autant me mettre en scène sur Internet devant des dizaines de milliers de personnes, c'était ok. Mais chanter devant quelqu'un, ça me terrorisait. J'avais l'impression que ça venait chercher tellement au fond de moi que c'était, je sais pas, j'avais le besoin d'être pudique, quoi, à cet endroit-là. Et quand j'ai 16 ans, je rencontre Mathieu, qui fait de la musique. Lui, il est en mode mentalité, je vais vivre de la musique, je suis fait pour la musique. De toute façon, je peux rien faire d'autre que la musique, j'ai que ça. Et donc, je plonge avec lui dans cette bulle. On se met à créer ensemble et on poste notre première chanson qui s'appelle Amour Plastique, et genre mon plus gros succès musical encore à l'heure aujourd'hui. Et à partir de là, je me dis ok, en fait, je peux carrément vivre de ça et let's go, quoi. Partons dans cette aventure folle. Et est-ce que le fait que le premier morceau ce soit un succès aussi énorme, est-ce que ça t'a mis la barre trop haut et il y a des fois des trucs de waouh, il faut que je fasse aussi bien, il faut que je fasse parce que ça te dérègle un peu tous tes curseurs, j'ai l'impression. En fait, ce qui est assez ouf, c'est que sur le moment, je me rends pas compte que c'est gros. En fait, moi, c'est un moment de ma vie qui est un peu spécial, Vidéo Club, parce que il y a évidemment le projet musical qui est immense et qui pète, mais moi, c'est la première fois de ma vie que je vis ça, et surtout, c'est la première fois de ma vie que je suis amoureuse. Je suis méga amoureuse. Donc, on a cette petite bulle avec Mathieu qui est notre couple. Et en fait, c'est comme s'il y avait presque que ça qui nous emportait. Et donc, oui, je me souviens être un peu choquée, genre, waouh, ça marche bien et tout. Mais genre, on se laisse aller dans le flow du truc et on se dit, ok, let's go. Mais on se met pas la pression. En fait, on se rend pas compte. On a 16 ans, c'est la première fois qu'on pose de la musique. Donc, on se rend compte que c'est ouf. On se fait reconnaître, on fait des concerts et tout. Mais c'est seulement là, en fait, des années après, que je me rends compte à quel point c'est rare ce qui nous est arrivé. Et des succès comme celui qu'on a eu sur Amour Plastique, si ça arrive une fois dans ta vie, c'est très très rare que ça arrive deux fois, quoi. C'est fou. Donc ouais, ça sert à rien d'essayer de vouloir recréer ce truc-là, même si c'est évidemment moi, il y a une partie de moi qui a envie de revivre ce truc-là, mais sur le moment, tu te rends pas compte, en fait. Est-ce que c'est pas giga dur de travailler avec quelqu'un que t'aimes et donc que t'as envie d'impressionner? Est-ce que t'avais cette peur de pas pouvoir faire un truc mauvais alors que c'est nécessaire quand tu crées quelque chose, quoi, de passer par là? Ouais, de ouf. J'essaye de me rappeler en même temps quand on faisait de la musique tous les deux. Ouais, il y avait évidemment ce truc de j'ai envie que ça lui plaise mutuellement. On avait envie de s'impressionner l'un l'autre. Ce qui faisait que en fait, quand je repense au processus créatif qu'on avait tous les deux, j'ai l'impression qu'on travaillait beaucoup individuellement, chacun de notre côté, et quand on se retrouvait tous les deux, c'était un peu en mode pour se montrer le meilleur de ce qu'on avait fait, parce que je pense on avait peur de décevoir l'autre, mais au final, moi, j'étais la première fan de Mathieu, quoi qu'il est en train de jouer. De toute façon, j'étais raide dingue de lui, donc il pouvait faire n'importe quoi à la guitare, je le regardais avec des yeux, c'est fou. Mais ouais, on a envie d'impressionner l'autre, et évidemment, franchement, c'est étrange, parce que
tout se mélange. Le premier amour, le premier succès, le lycée. Franchement, c'était un bordel, notre histoire. Mais c'est ce qui la rend unique et aussi impactante dans ma vie aussi. C'était quoi l'objectif à cette époque-là? L'objectif, genre, de notre projet? Ouais. Genre, toi, qu'est-ce que tu imaginais pour la suite? Est-ce que tu te disais, je me laisse aller, on fait des sons, on se fait plaisir? Ou est-ce qu'il y avait un truc de, ah ok, là, ça devient vraiment notre métier et ça va durer potentiellement longtemps? En fait, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je serais capable de dire quels sont mes objectifs. J'ai des salles de concert en tête, j'ai une vision vraiment très claire sur ce que j'aimerais, mais sur le moment, à l'époque de Vidéo Club, on se laisse totalement aller. Franchement, on a 16 piges. Nous, notre objectif, c'est d'avoir le bac, quoi. Et donc, même s'il y a notre carrière qui prend, moi, il y a mes darons qui me disent il faut que t'aies ton bac, Donc moi, c'est genre mon plus gros stress, c'est d'avoir mon bac que j'ai eu. Et si à un moment donné, quand même, il y a eu ce truc, on a signé des contrats avec des maisons de disques. Et là, il y avait un objectif qui était clair, puisqu'il était marqué sur un contrat, c'était de rendre un album. Et tout de suite, d'ailleurs, quand il y a eu ce truc de l'album, ça a rendu un peu le projet un peu moins fun. D'un coup, on devait quelque chose. Et c'était un peu une corvée, parce que Mathieu comme moi, on était quand même un peu des flemmards et on détestait qu'on nous dise quoi faire. Donc quand on nous disait faudrait que vous bossiez pour l'album et tout, ça nous donnait juste envie d'avoir 16 ans et de s'en foutre et d'aller sécher les cours. Donc ouais, mais l'objectif c'était surtout le bac. Et puis à un moment donné, il y a eu ce premier album qui était une fin en soi, mais sinon sur le moment on a zéro objectif. On est en mode, on se laisse aller. Hop, on était avec des tourneurs qui nous envoyaient les concerts qu'on allait faire. Putain, trop bien, on part en Italie, génial. Mais genre, c'était ouf quand c'est vraiment, laisser porter. Et quand tu dis le fait d'avoir un truc à rendre, il paraît que toi, tu bosses beaucoup mieux dans l'urgence, un peu dans... Parce que sinon, ça t'ennuie, quoi. Est-ce que là, c'était déjà le cas ou est-ce que c'est plus aujourd'hui, maintenant que t'as plus confiance en toi, peut-être dans la musique, où tu te dis, je sais que je suis capable de faire un truc super? Ah ouais, je suis toujours, en vrai, depuis toute petite, je fais tout dans l'urgence. Je peux savoir 3 ans à l'avance qu'il faut que je rende tel truc et tout, je m'y prendrai 3 semaines. Enfin, selon l'importance du projet, je m'y prendrai vraiment au dernier moment. Mais pourquoi? Parce que je pense que je suis une immense flemmarde. Okay. Parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre en action, mais ça aussi c'est un truc sur lequel je travaille parce que ça commence à générer des frustrations et à un moment donné j'essaye d'imaginer plus grand, plus gros, plus beau. Donc ça demande plus de rigueur et plus de travail et je pense que c'est un défaut sur lequel je peux vraiment travailler et que j'ai vraiment envie de changer en moi. Donc je commence à essayer de me mettre un rythme, une rigueur et tout, ce qui est vraiment pas simple quand t'es de nature flemmarde, quoi. Et ouais, moi, j'aime le plaisir. Moi, j'aime faire les choses parce que j'en ai envie. Et à l'école, c'était pareil, tous les examens et tout. Moi, je révisais au dernier moment. Mais je foutais le seum, parce que j'avais des bonnes notes. Je me débrouillais toujours pour avoir des bonnes notes en faisant le moins possible, quoi. J'ai toujours aimé un peu tricher. Toujours sur les fils. Ouais, je me suis toujours bien débrouillée. Mais ouais, t'arrives quand même... là, l'album l'an dernier, cette année l'EP, là, il y a un autre EP qui sort... qui est probablement déjà sorti au moment où ça sort, c'est cet épisode. Donc t'arrives quand même à... Est-ce que tu demandes à ton entourage de te driller, de te mettre des deadlines ou quoi? Ou est-ce que toi, t'arrives quand même à dire là, vas-y, il faut qu'on crée un truc En vrai, la réalité, c'est que le premier EP, il aurait dû sortir il y a 6 mois et le deuxième, il y a 3 mois. Si je m'en tenais vraiment à ce qu'on s'était dit au départ... Mais après j'ai conscience que ça représente énormément de travail et que en vrai je sais que là cette année je charbonne comme pas possible. Mais pardon, j'ai oublié la question. Comment t'arrives justement à te mettre cette discipline? Est-ce que c'est ton entourage qui t'encadre parce que tu sais que t'as besoin de ça ou est-ce que t'arrives à le faire toute seule? Ouais, moi j'ai besoin qu'on me mette un petit peu la pression autour de moi sans que ce soit anxiogène ou quoi, parce que sinon là, je vais juste faire une crise d'angoisse et ça va être horrible. Mais ouais, j'ai besoin qu'on m'envoie des deadlines, qu'on soit pressé, qu'on ait du retard, que ce soit stressant. Et c'est un moteur pour moi. Et j'ai l'impression que de toute façon, si je faisais une sortie par exemple d'album ou d'EP trop sereine, ce serait pas normal. Et en vrai, à chaque fois avec mon manager qui est aussi genre un de mes meilleurs potes,
au moment des sorties, c'est toujours genre, il y a toujours 1000 galères et tout. Et je lui dis toujours, mais pourquoi on ne s'y est pas pris plus tôt? Enfin, je lui dis ça, je suis énervée. Et comment ils font les autres artistes? Et en fait, quand j'interroge autour de moi, tous les autres artistes, c'est pareil, quoi. C'est le bordel. Et en vrai, c'est ça qui est amusant. Moi, je crois qu'en vrai, je me plais dans ce chaos et en vrai, c'est pas pour rien. Tu vois, le même que j'ai repris sur la Disaster pochette. Girl. Ouais, Disaster Girl. Ça s'appelle la petite fille du désastre, quoi. C'est vraiment mon mood, quoi. C'est genre, c'est le chaos, mais en vrai, je me sens bien dans ce chaos. Pourquoi? Tu penses que ça vient d'où? Ça vient de... Je sais pas, je suis fascinée par le bazar, les émotions fortes. J'aime l'intensité. Et c'est ça qui me nourrit et qui me fait avancer. Donc il y a un truc où je peux être très triste, mais en vrai, ça me plaît d'être très triste parce que je vais en tirer quelque chose de créatif. Donc ouais, je suis vraiment cette petite fille qui sourit devant le feu, qui a elle-même sûrement mis le feu à la baraque, mais qui est remplie de malice, quoi. C'est un peu moi. Parfois, je vais provoquer les choses. En soi, par exemple, si une sortie d'EP ou de projet est bien trop chaotique, bien sûr, il y a plein de choses que j'aurais pu faire pour éviter ça, mais c'est ça que j'aime aussi, quoi. C'est ce bordel. Dans la vie, t'es bordélique? Pas trop. Ah. Enfin, je peux mettre un peu le bordel et tout, mais le problème, c'est que si je suis trop longtemps dans le bordel chez moi, ça me rend ouf. Donc non. J'ai eu des parents un peu qui me faisaient beaucoup ranger ma chambre et tout. J'ai grandi dans un environnement qui était plutôt propre et rangé. Et j'avoue que je me sens bien. Moi, si c'est trop le bazar autour de moi, j'ai l'impression que c'est le bazar dans ma tête. Donc ranger, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'y voir plus clair. Ok. Quand t'étais toujours dans Vidéo Club avec Mathieu et que t'as commencé à te poser la question de te séparer de lui, et donc, en fait, comment est-ce qu'on passe au-dessus de la peur de potentiellement casser son projet professionnel le plus abouti, le plus excitant, parce que sur le plan affectif, ça va pas. En fait, j'ai l'impression qu'avoir un groupe ensemble, c'est un peu comme avoir des enfants, quoi. T'as pas envie de briser la famille, mais en même temps, tu te sens pas à ta place à cet endroit-là. En vrai, j'aimerais te dire que ça a été hyper réfléchi et tout, et que j'ai essayé de faire les choses bien, mais je crois que quand on s'est séparés de Vidéo Club, je crois que j'étais dans un tel état... c'était assez dramatique en vrai, et quand je l'ai fait, c'était pour me protéger, mais de quelque chose de beaucoup plus grave qu'en fait juste la fin d'un groupe. Je pense que mentalement, j'étais très 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 mal. Et c'était pas que ma relation avec Mathieu qui allait plus, il y avait évidemment ça, mais qui était le symptôme de tout le reste. Moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais en dépression, dans les médicaments, et j'étais méga down. Et en fait, il fallait que je change toute ma vie, tout mon cadre, si je voulais aller mieux. Donc il y avait cette graine depuis un certain temps de me dire, bon, à un moment, il va falloir qu'on arrête avec Mathieu parce que c'est pas possible. De toute façon, on se séparait, donc ça aurait été juste horrible de maintenir ce duo alors qu'on chante des chansons d'amour et qu'on se roule des pelles dans tous nos clips. Ça aurait été juste invivable. Et donc ouais, c'était vraiment une urgence pour moi de me séparer et d'aller voler de mes propres ailes. En fait, j'avais un peu peur de ce que les gens allaient me dire. J'avais aussi des échos de ce que les gens de mon entourage m'avaient dit au tout début quand je me suis lancée avec Mathieu. Des gens qui m'avaient un peu mis en garde en me disant attention, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, une histoire d'amour, un projet. Mais bon, quand t'as 16 ans et que tu tombes amoureux pour la première fois, moi j'étais en mode déjà n'imaginez pas qu'un jour on va se séparer puisque c'est impossible. Je l'aime, il m'aime et on va se marier, quoi. Donc je le vivais comme une insulte quand les gens me disaient mais fais pas ça parce que quand ça va s'arrêter, comment ça va s'arrêter, ça va jamais s'arrêter. Donc c'était compliqué, mais je repensais à ça et je me disais bon, ils avaient raison. Et en même temps, ce qui est trop beau aussi avec Vidéo Club, c'est le fait que ça a été aussi bref et que ça ait capturé un moment de ma vie. Enfin, il existe un album de mon adolescence, quoi, de mes premières fois, de mon premier amour. Mon premier amour est figé, genre c'est un disque, quoi. Je trouve ça merveilleux. Et ça a capturé une période de ma vie. Et parfois, je réécoute l'album et il est hyper touchant. Donc, je suis hyper fière de ça. Et en vrai, je suis hyper heureuse que ça se soit passé comme ça parce que ça m'a construit. Et aujourd'hui, tout le chemin que j'ai fait en solo aussi, j'aurais jamais pu le faire si c'était pas passé ça avec Mathieu.
Donc voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. Et au moment où j'ai pris la décision qu'on arrête le groupe, j'ai eu de la chance parce que j'étais bien entourée, qu'on avait des partenaires aussi qui étaient quand même bienveillants. En tout cas, j'ai le souvenir d'avoir été protégée d'une quelconque pression qu'on aurait pu ressentir face à notre séparation. Il y en a eu un petit peu parce qu'il y avait des dates de concert, des trucs comme ça, mais je me souviens d'avoir pu appeler par exemple mon éditeur, notre éditeur à Mathieu et moi, et lui dire j'ai besoin d'aide, là je suis perdue et je crois qu'il faut qu'on arrête, et d'avoir eu une réponse en face, ok, je comprends, j'entends, on va faire ça bien, quoi. Ok. Ça, c'était une chance en vrai, parce que j'étais tellement influençable qu'on aurait pu aussi très bien me pisser dans le cerveau et me dire mais non, attends, c'est sûr qu'on peut trouver un arrangement. Parce que t'avais 19 ans à l'époque. Ouais, au moment où on se sépare, j'avais 19 ans. C'était juste avant le confinement, ça? Ouais. En fait, attends, non, si je dis pas de bêtises, donc 2020 c'est le confinement, 2020 c'est l'année où ça part en couille pour moi, dans notre couple, et donc ouais, il y a le premier confinement, et après le premier confinement, c'est genre fin 2020, c'est en décembre 2020, moi j'ai un accident, je fais une overdose et tout, et là après ça c'est le déclic pour moi de ok, je vais hyper mal là, qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie pour aller mieux? Donc ouais, en fait, tout va très vite. Et il y a notre premier album qui sort en janvier 2021. Le 29 janvier 2021. Oui, donc t'étais en plein dedans, en fait. J'étais en plein dedans, ouais. Moi, en vrai, la promo de ce premier album était assez ouf parce que je suis séparée de Mathieu. On fait les promos ensemble en étant séparés. En même temps, c'est genre une jeune séparation, donc il y a encore beaucoup de... Enfin, tout est très fort. On se retrouve, on se pardonne, il y a de la rancœur. Enfin, bon, c'est un mélange de tout. Moi, je sors quand même d'une OD, donc en vrai, tout est un peu ouf à vivre. Et puis après, je pars en tournée sans lui, du coup, pour défendre l'album de Vidéo Club. Et comment t'as dû gérer entre la promo, l'histoire d'amour, les médicaments, et t'as eu tout d'un coup, t'as enchaîné, plus le Covid, t'as enchaîné tout d'un coup en un an? En fait, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que je pense que tu vois, le deuil de ma relation, le deuil de ma rupture, je l'ai fait bien plus tard, parce qu'en fait faire une tournée, chanter nos chansons et tout, ça aide pas à faire le deuil d'une relation. Donc je l'ai fait bien plus tard, quand je me suis sevrée de tous les médicaments, j'ai pu processer un peu tout ce qui s'était passé. Mais en fait, cette année-là, 2021, c'était une année où j'ai pas pris le temps pour moi. J'étais quand même toujours dans cette tempête, même si j'avais l'impression que j'avais pris les bonnes décisions pour moi, j'étais encore dans la tempête. Et après, il y a quand même genre fin 2021 et toute l'année 2022, il y a ma rencontre avec le nouveau label avec qui je travaille, avec Surkin, avec qui je commence à travailler sur mon premier album solo. Et en fait, cet espace-là, le studio où je vais et où je fais de la musique avec lui, c'est un peu le premier endroit qui marque le début de ma guérison. Parce que ça, c'est le premier endroit où je commence à mettre tout ce que j'ai vécu, et c'est aussi pour ça que mon premier album, il est aussi chargé d'histoire et de vérité, parce qu'en fait, c'est le premier endroit où je pose tout, avant même d'aller voir un psy ou quoi. C'est là que ça se passe. Donc je pense que ça, c'est le début de ma guérison, et qu'en fait, ma guérison de tout ça, elle se termine, parce que là, j'ai l'impression quand même, ça y est, d'être guérie, quoi. Mais elle se termine que l'année dernière, quoi. Et tu fuyais quoi avec les médicaments? Je pense toutes mes émotions. Je me pose encore la question un peu de pourquoi je consommais, parce que sur le moment c'était juste que ça me faisait me sentir bien, mais je pense que je consommais surtout pour tout couper. Moi, c'était j'ai jamais aimé trop les drogues qui stimulaient, par exemple. Moi, ça me rendait hyper anxieuse et tout, j'ai détesté ça. Moi, je préférais vraiment les drogues qui m'éteignaient, quoi, qui me faisaient dormir, qui me faisaient phaser, celles qui faisaient que j'arrêtais de réfléchir, parce que je suis de nature très anxieuse. Donc c'était un peu pour arrêter de penser. Je pense que c'était une façon de pas voir aussi comme c'était intense, pas voir que j'étais malheureuse, en vrai. Je pense que c'était aussi une façon de rester dans le déni, que même si Vidéo Club, c'était sur le papier, c'était formidable, je crois que c'était pas
un endroit où je m'épanouissais vraiment. Et puis ouais, hein, je pense que je consommais pour ça. Et puis au bout d'un moment, je me consommais parce que je voulais juste plus être en manque. Parce que j'avais le manque physique. Et là, du coup, ça relevait vraiment, c'était genre nécessaire pour moi de consommer. Vital même. Et quand t'as arrêté les médocs, quand t'as commencé à réduire en tout cas, tu faisais quoi de ces émotions-là que t'avais toujours voulu réfréner? En fait, c'est bizarre parce qu'il y a plusieurs étapes. Quand je suis en cure de désintox, on me dit que, en gros, là, je suis en train de dégeler, genre. De dégeler? Ouais, que tout ce que j'avais gelé avec la drogue, c'était en train de dégeler. Donc, je t'épargne les journées où, genre, j'ai passé les... En fait, d'un coup, je me suis mise à tout ressentir très fort et bon, j'ai pleuré énormément. Il y avait un peu ce côté, genre, purge. J'étais en train de me purger, en fait, quand j'étais en cure. Et après, quand je rentre, bon, il y a... Là, c'est un peu l'effet inverse. Là, d'un coup, je bloque tout. Et un peu de la même manière avec la drogue, mais juste sans la drogue. Il y a un peu une phase aussi où je ressens plus rien. Et en fait, c'est vraiment la puissance du mental et du cerveau, quoi. Je me rends compte que il y a vraiment des périodes où j'arrive à me connecter à mes émotions et d'autres où je le suis pas du tout. Et du coup, ça se gère vraiment de 1000 manières différentes, mais je préfère les périodes où je suis connectée à mes émotions. Ça varie selon quoi? Je sais pas, par exemple, des périodes où je vais être... En fait, la drogue, bon, je pense que je suis de nature voilà, dépendante et que j'ai besoin de me remplir avec des choses, avec des obsessions. Et donc, la drogue, ça a été vraiment le premier truc qui m'a vraiment rempli, évidemment de la mauvaise manière, mais j'ai eu cette sensation de enfin plus ressentir ce vide. Mais aujourd'hui, j'en ai 1000 autres des addictions qui sont pas la drogue. J'aimerais bien dire le sport, mais en vrai, non. Ça, j'aimerais bien être addict au sport. Mais non, bah le travail, en vrai, je sais que c'est un truc qui prend énormément de place dans ma tête. C'est une véritable obsession. Les mecs aussi, ça peut... les intrigues amoureuses, en tout cas, ça peut prendre de la place dans ma tête. Donc, quand je suis kéblo sur des sujets de taf pendant plusieurs semaines ou portée, tu vois, par la sortie d'un projet et tout. Moi, pendant un mois, je peux être non-stop dessus et c'est trop bien et je kiffe. Mais du coup, en fait, je vais avoir trop du mal à ressentir mes émotions. Ce qui fait que je peux me taper comme avec la drogue, des sales redescentes, ça peut vraiment me faire l'effet d'une drogue, quoi. Le taf ou l'affectif ou je réfléchis à d'autres choses ou la nourriture aussi. Donc, c'est hyper intéressant de voir ça. Et il y a d'autres moments où j'arrive à être beaucoup plus alignée avec ce que je ressens, à pleurer, à sortir les larmes et tout, et c'est trop agréable en fait quand j'arrive à pleurer ou à me rendre compte de mes émotions, bah c'est les moments où je me sens le mieux, quoi. Est-ce que t'as l'impression que le fait de très jeune avoir vécu des choses assez folles, ça t'a comme un peu endormi à certains pics d'adrénaline, parce que tu t'es habitué très vite à vivre des choses fortes? Ouais, ça je le sens et ça c'est un peu horrible. C'est que ouais, j'ai fait des trucs fous et pareil comme avec la drogue, en fait il m'en faut toujours plus, quoi. Donc j'en veux plus, j'en veux encore et il y a un truc chez moi qui sera jamais rassasié. Et ouais, ça m'a habituée très jeune à vivre des choses folles. Sur le moment, je m'en rendais compte. Et aujourd'hui, en vrai, c'est horrible. J'ai un peu honte de dire ça, mais par exemple, quand je dis à des gens, j'ai rencontré le Dalai Lama à l'âge de 15 ans, je suis allée en Inde et tout, bah, les gens, leur première réaction, c'est genre d'halluciner complètement. C'est fou de faire ça, tu vois. Et j'ai appris à dire genre, ouais, c'est extraordinaire et tout, mais je crois qu'en sensation à l'intérieur, bah, j'en suis hyper fière de ce projet. Je dis pas que je le suis pas et tout, mais juste, ouais, c'est pas si ouf que ça. Genre, si je veux, je le refais. Je peux même, enfin, j'ai un truc un peu de... Faites un feat. Ouais, non, le mais nouveau genre, Gazo. après Gazo, le Dalai Lama. Non, mais j'ai un peu un truc de genre, bon, oui, mais je peux faire mieux, je peux faire plus, et c'était banal, entre guillemets. Mais ça me fait ça avec plein de choses de ma vie. Genre, j'ai porté 2 fois la flamme olympique. 2 fois, pas juste 2 fois, une. pas juste une, ouais. La deuxième fois, j'étais en mode, bon, déjà fait, quoi. Je sais que c'est ouf et j'ai pas envie que les gens me détestent, mais c'est juste un truc de ressenti. Un peu, en vrai, je suis assez ingrate
Et ça, c'est un truc aussi que j'essaye de cultiver, genre la gratitude. J'ai envie de me tuer quand je m'entends dire ça, parce que j'ai vraiment l'impression d'être genre une daronne de 50 ans qui fait du yoga et qui est en mode gratitude et tout, genre j'ai envie de me tuer. Mais c'est vrai, moi si je cultive pas genre la gratitude et que je me dis pas genre putain c'est ouf ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, bah je serai éternellement ingrate et je me rendrai pas compte de à quel point c'est ouf quoi. Voilà. Attends, merde, je voulais partir sur un truc que t'as dit, mais je sais plus quoi. Ah oui, si. Voilà, il y a genre 6 mois, j'étais pas mal en dep et tout, et mon ex m'avait dit un truc que j'ai trouvé tragique et à la fois très juste. Elle m'avait dit, mais peut-être t'en attends juste trop de la vie, et tout ne va pas être fun tout le temps. Et à la fois, je comprends tout à fait, et à la fois, je suis là, waouh, ça veut dire que c'est ça, l'existence? C'est horrible. Ça me fout le cafard. Top, voilà. Non mais oui, je comprends de ouf. Comment tu t'es sentie? Ouais, moi quand on me dit des phrases genre mais Adèle, c'est pas ça la réalité, tu peux pas tout le temps être comme ça et tout. Ouais, moi ça me rend ouf. Et t'arrives à trouver de la joie et tout dans les choses plus calmes? Ouais. Ouais, bah ça rejoint un peu ce truc de gratitude et moi, par exemple, je peux te dire, genre, les 2 moments de mon année, là, où je me suis sentie la plus heureuse et la plus alignée. J'ai eu des moments extraordinaires, genre, Solidays Gazo qui vient sur scène avec moi, genre, j'étais comme une ouf et tout. Mais je veux dire, des moments de bonheur intense, je l'ai ressenti quand je suis partie sur un coup de tête avec des potes à Marseille et qu'on s'est retrouvés sur l'île du Frioul et qu'on était en train de regarder la mer et juste on se taisait et moi j'étais face à la mer et c'était des gens que j'avais rencontrés vraiment un peu de temps avant. Bah genre c'est un des plus beaux moments de mon année, genre je saurais pas expliquer mais il y a eu un truc qui s'est passé à l'intérieur de genre ah je suis bien, ah je suis heureuse, je suis avec les bonnes personnes à l'endroit où il faut là maintenant tout de suite. Et j'ai eu ça le soir de mon anniversaire quand j'étais avec mes meilleurs potes, on était 5 à table et que j'ai vu genre les gens que j'aimais le plus au monde, que j'avais choisi dans ma vie et que je me suis dit genre putain j'ai choisi ces gens, ils m'ont choisi, j'ai trop de chance. Bah ça c'est aussi un je sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que tu me demandais t'arrives à trouver de la joie dans les choses simples. J'ai l'impression que sur le papier c'est des choses simples et je crois que c'est les moments où j'ai été la plus heureuse cette année, c'est ces 2 moments-là. Un vrai truc à l'intérieur où je me suis dit bah voilà, en vrai je peux essayer de faire les choses les plus dingues de ma vie, je peux remplir un Olympia et tout. En vrai, juste ce que j'aime, c'est être bien entourée et être avec les bonnes personnes, quoi. T'écris comment? Est-ce que t'écris tous les jours? Est-ce que t'écris quand t'en as besoin? Est-ce que... Il y a eu toute une période de ma vie où j'écrivais vraiment juste quand j'en avais besoin. Et puis après, j'ai été un peu confrontée à une phase où j'en ressentais plus trop le besoin. Et du coup, il fallait que je fasse de la musique et la musique que je faisais, enfin, c'était un peu horrible. Ça correspond aussi à un moment où je deviens clean, donc c'était un peu difficile cette période. Et puis après, je me suis un peu fait violence et je suis allée au studio quasiment tous les jours. Et en fait, j'ai réussi à débloquer un truc de genre, en fait, c'est de l'entraînement d'écrire. Et j'ai l'impression que c'est bien d'avoir des jours ou des semaines où tu fais de la merde et quand tu ressors avec un morceau dont t'es fier, c'est encore plus magique, je trouve. Donc en vrai, maintenant j'écris un peu tous les jours, je dirais, avec les moments particuliers où ça c'est les rares moments. Je sais pas si t'as ça aussi, mais il y a des moments comme ça où je ressens l'urgence d'écrire et il se passe un truc, quoi. Et je suis chez moi en général, je suis au piano et c'est de là que naissent mes plus jolies chansons, j'ai l'impression, parce que c'est le désir vraiment de l'artiste. Enfin c'est même pas le désir en fait, c'est le besoin. Et quand ça vient d'un besoin, je trouve que c'est tellement, la démarche est tellement plus noble. Mais en même temps, j'apprends énormément en travaillant tous les jours. C'est toujours sous forme de chanson? Ou est-ce que des fois c'est juste t'écris sans savoir ce que ça peut être, sans savoir... J'écris parfois sans savoir ce que ça peut être, mais c'est souvent, quand même la plupart du temps, je le mets sous forme de chanson. Mais j'aimerais bien essayer d'écrire différemment. Genre comment? Peut-être de la fiction, raconter des histoires autrement. En tout cas... Ok, on annonce le court-métrage pour 2026 max. Franchement, ça serait trop cool. C'est quoi la chanson dont t'es la plus fière?
Il y a évidemment la première Amour Plastique, j'en suis fière parce qu'elle est ce qu'elle est et aujourd'hui, elle représente tout le succès qu'on a eu et c'est le début de tout pour moi. Et après, là aujourd'hui, je dirais que c'est une chanson qui est pas encore sortie là, mais peut-être quand le podcast sera sorti, elle le sera déjà. Après, ça change vraiment souvent, hein, les chansons que j'aime, que j'ai pu faire. Mais c'est un feat avec un artiste qui s'appelle Declan McKenna, qui est un anglais. Oh, je l'aime trop. Il est incroyable, c'est genre un bête d'artiste. On a fait une chanson ensemble et genre c'est un banger en fait, c'est vraiment un petit bijou. Déjà je suis fan de lui, donc à chaque fois qu'il rentre sur le morceau, je suis en mode genre je réalise pas que c'est lui. Donc j'ai toujours ce truc de genre ouais, c'est incroyable, il est sur ma chanson et tout. Et la chanson est vraiment vraiment belle. Mais c'est fou les grands écarts que tu fais dans les styles. Ouais. Genre le P d'avant en feat avec Gazo, ici avec Declan, qui est beaucoup plus ouais, indie. Indie un peu Strokes de ouf. 10 ans plus tard, enfin. Au début, ça me dérangeait, je me disais putain, je fais nimp et tout, je pars dans tous les sens. Et pareil, je crois que j'en parlais avec mon père. Il me disait mais tu peux aussi accepter que voilà, t'es comme ça et que c'est OK de faire des sons avec Gazo, des sons avec Declan, de vouloir faire des sons comme Impala, méga légers où le refrain est hyper simple et en même temps de vouloir te prendre la tête pendant 3 semaines pour changer, pour trouver les bons renversements d'accords sur une chanson. En fait, c'est moi, je suis comme ça et je crois que j'ai toujours fait des grands écarts parce que pareil, en vrai, ma carrière, elle commence avec une chanson sur les pattes, elle passe par une interview d'1 heure du Dalai Lama, j'ai fait un film, enfin bon, c'est à mon image quoi, cette EP, et pareil, ça rejoint un peu le truc du chaos quoi, c'est un peu chaotique. Et en même temps, c'est ça qui est beau, ça me ressemble en tout cas. Je trouve que j'ai l'impression que cette EP qui forme du coup ce double EP qui forme un peu un album, je trouve qu'il est vraiment à mon image aujourd'hui. Je trouve c'est vraiment moi quoi. Autant le premier album, c'est vraiment, j'ai réussi à figer ce moment où j'allais pas bien et c'était vraiment la moi de 2021, 2022. Là, c'est vraiment moi quoi, cette EP, crève-cœur. En parlant de faire n'importe quoi, quand t'as postulé chez Studio Bagel, t'as fait un rap comme CV ? Oh ouais. Ça, en fait, tout à l'heure, je te disais que j'avais honte de rien, mais si, en fait, je crois que j'ai honte de ça. Ah, c'est trop gênant. Mais en même temps, non, ouais, c'est bouleversant. J'ai fait ça, ouais. Et genre, t'es allée dans leur bureau ? Bien sûr. Tu t'es mise à rapper ? Non, pas du tout. En fait, j'avais fait une vidéo YouTube où je fais ma candidature, quoi, et je le fais en chantant. Et j'avais fait un petit clip et tout. J'avais demandé à mes abonnés de faire des vidéos. Ils disaient Adèle au Studio Bagel. J'avais eu Jérôme Jarre aussi qui avait fait une vidéo pour moi et tout. Et je la poste et genre le soir même, il m'envoie un message en mode mais t'es la bienvenue, quoi, genre viens quand tu veux. Du coup, j'ai fait 2 stages. J'ai dit let's go. Moi, c'était incroyable. Mais ouais, ça montre en fait ma détermination. Moi, je suis une petite fille de Nantes. Personne de ma famille n'a un pied dans le monde du cinéma, dans le monde de la télé, dans le monde de la musique. Mais moi, je sais que je vais y arriver. Et en fait, j'ai ce truc naïf et oui, je vais faire un clip et puis ça va marcher et puis je vais avoir mon stage, quoi. Let's go. J'avais un culot, mais genre, c'est ouf. Et ça a marché. Et puis tu t'es retrouvée, genre, quelques années plus tard, à offrir du pain à des comédiens américains en interview. C'est n'importe quoi. C'est une DA spécifique, hein. C'est très très niche comme... C'est très niche. Franchement, je sais pas ce qu'on a foutu et... Yo, ici la Fanny du montage. Petite remise en contexte pour ceux qui n'ont aucune idée de ce dont on parle. Vers 2016, le média Dissemblance avait une chaîne YouTube où Adèle, Seb Lafrite, Maxence notamment, interviewaient des personnalités, des comédiens comme Léa Seydoux ou Omar Sy. Et ces interviews étaient vraiment bizarres. Enfin, ils faisaient des trucs un peu cocasses. Genre, ils offraient des pommes, ils offraient du pain. Et donc, ça donne des situations un peu lunaires. Voilà, tout est encore sur YouTube si vous voulez regarder. Là, ils vous envoyaient faire des interviews et vous aviez, enfin, ils vous lâchaient dans la nature. Ouais, on avait carte blanche. On a fait ça aussi. C'était avec Seb, Maxence et tout. On était en mode. En fait, j'avais vraiment aucun filtre et toutes les idées que j'avais et que j'estimais être des bonnes idées, je les faisais quoi. J'allais au bout de mon truc. Donc tu dis offrir une pomme à Léa Seydoux, c'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Ouais, c'est ouf. Hein. Truc trop gênant. Quoi. Aujourd'hui, si je fais une interview qu'il y a une gamine qui me tend une pomme en me disant tiens une pomme,
Je vais halluciner, quoi. Mais en fait, je trouve, on dirait un truc un peu façon The Office. En fait, ça va tellement loin qu'on se dit que c'est fait exprès et que c'est un truc... Mais je crois que j'aimais trop... moi, au début, mon humour, c'était vraiment l'absurdité. Et je crois que j'aimais trop dérégler... En fait, j'étais moi-même pas encore réglée sur les autres et sur la société, comment ça fonctionne et tout. Du coup, je crois que j'aimais ce truc de déstabiliser j'adorais déstabiliser, en fait. Sans en avoir conscience, hein. J'avais même pas mentalisé tout ce que je dis là. Mais juste, j'aimais provoquer ça chez les autres, quoi. Et j'aimais dénoter et j'aimais qu'on se dise, mais c'est qui cette zouave, quoi. T'arrives encore à faire ça ou bien maintenant on est un peu plus formaté quand on grandit? Ouais, si, j'y arrive. Mais je peux plus facilement être mal à l'aise, j'ai l'impression. Mais il y a encore des trucs qui me font rire. Si, j'adore improviser, créer des personnages. Quand on va chez un commerçant, me faire passer pour quelqu'un d'autre. J'aime bien ces trucs-là, mais peut-être que je déstabilise moins les gens. En tout cas, par contre, avec les gens que j'aime, qui me connaissent, je peux les rendre ouf. Ça, je peux faire des trucs... je peux partir un peu en folie et tout, mais... Est-ce que quand t'as arrêté les médocs, t'as eu l'impression que t'allais perdre une partie de ta personnalité? Ah ouais. Franchement, pendant 2-3 ans, ma personnalité, je l'ai basée sur le fait de me droguer. J'étais en mode... j'ai beaucoup romantisé ça aussi. Je me suis beaucoup dit que c'était ma personnalité, que j'étais cool, que c'était un peu Kaira de faire ça, que moi j'allais dans les pharmacies avec des fausses ordonnances. Enfin voilà, j'étais un truc... je jouais un peu avec le feu, j'allais au commissariat. Enfin moi j'étais un peu stylée, quoi, dans ma tête. Dans les soirées, j'étais toujours la meuf la plus cool, entre guillemets, parce que moi, j'arrivais à consommer plus que les autres et ça me faisait moins d'effet. Donc, tout ce truc, j'avais vraiment basé ma personnalité là-dessus. Donc, quand j'ai arrêté, j'ai eu un truc de genre, oulala, mais en fait, je suis qui? Et je suis encore dans cette interrogation, mais je pense que c'est la quête aussi enfin, c'est normal quand on a 20 ans, la vingtaine, en tout cas, de se poser ces questions-là. Mais ouais, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Et en même temps, j'ai abandonné une partie de moi aussi que je détestais, celle qui pouvait foutre la honte. Moi, j'étais honteuse parfois. Celle qui prenait de la place. Je trouve que quand tu te drogues, tu deviens très égocentré, tu parles beaucoup de toi, tu fais plus attention vraiment à ce qui se passe autour de toi. Donc, je suis trop contente d'avoir laissé cette partie-là aussi loin derrière moi. Mais oui, il y a eu ce truc un peu où j'étais déstabilisée, où je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que... Même juste d'aller en soirée, de plus teaser, de plus se droguer, d'un coup, tu te sens un peu handicapé. Au début, en tout cas. Et après, tu t'habitues et tu te rends compte qu'en fait, la timidité que t'as au début, c'est charmant, que c'est ok d'avoir peur. Vraiment, j'avais du mal avec la peur. Je me disais, oh là là. Moi qui ai toujours été bulldozer, je veux faire ça, j'y arrive, je veux faire mon stage au studio Bagel, je vais le faire et tout. Il y a eu une partie à un moment donné, j'ai perdu ce truc-là, le regard des autres à arriver, j'ai perdu un peu ce truc je m'en fous, je fais ce que je veux faire. Et il y a eu la drogue, et la drogue c'est venu un peu combler ça parce que d'un coup je m'en foutais du reste. Donc quand j'ai arrêté la drogue, d'un coup toutes les peurs sont revenues et en fait t'apprends à accepter que c'est ok d'avoir peur et que c'est trop bien parce que tu prends conscience aussi du courage. Enfin moi j'ai pris conscience avant quand je montais sur scène et que j'étais défoncée, je me rendais pas compte à quel point c'est fou de faire le premier pas pour arriver sur scène. Le courage que ça demande et c'est trop beau. Tu jouais pas sobre avant? Sur Vidéo Club, alors j'étais jamais trop défoncée, mais j'avais toujours un Xanax avant de monter sur scène, un verre. Moi, j'ai quand même passé 1 an de ma vie sous Subutex aussi. Subutex, c'est un substitut qu'on donne aux héroïnomanes. Donc, même si t'as l'impression que t'es pas altéré par la drogue, en fait, pendant 1 an, j'étais sous Subutex. Donc, en fait, bien sûr que je ressentais pas les choses normalement. Donc, j'étais jamais vraiment montée sur scène clean. Et la première fois que je monte sur scène clean, je m'en souviens très bien, c'était à Will of Green en 2023. Et d'un coup, je sens tout, la peur, tout me paralyse. Et en fait, c'est ma respiration qui se coupe, mon cœur qui bat et tout. Mais en fait, c'est tellement agréable de se connecter à tout ça. Et ouais, tu te rends compte. Moi, j'ai eu un truc de genre, en fait, je suis vraiment badass, quoi. C'est ça qui est cool. C'est beaucoup plus badass d'avoir peur que de se droguer. Oui. Comment t'as su? J'ai l'impression que c'est très très dur quand on fait un truc
mauvais pour soi de réaliser que c'est mauvais pour soi, parce que souvent le problème il ressemble à la solution. Tu vois, tu te sens mal, bah vas-y, je vais boire de l'alcool, je vais fumer quelque chose ou quoi, sans réaliser que ça me met encore plus mal. Et c'est une sorte de pansement, mais qui empire le truc. Ouais, bah pendant longtemps, quand j'étais pas bien, que je me sentais déprimée et tout, moi j'allais voir un médecin, j'allais voir un addictologue / médecin, et il y avait un peu toujours ce truc de... je disais à quel point je me sentais pas bien, on me mettait sous antidépresseurs, on me mettait des anxiolytiques et tout. Je parlais de tout ce qui allait pas dans ma vie sans prendre le problème à la racine, et en fait c'est quand j'ai réussi à arrêter tout que j'ai commencé, enfin que les symptômes ont commencé à disparaître. Mais bon, je pense que en plus dans le cadre d'une addiction, j'ai l'impression qu'il faut avoir touché son fond, quel qu'il soit, et enfin moi, j'ai été en danger de mort quand même plusieurs fois. J'ai fait 2 OD qui ont été graves, mais ça m'a pas suffi pour arrêter. Mais il faut le petit déclic. Mais pendant longtemps, où j'avais l'impression que je pouvais continuer de me droguer et que j'allais finir, enfin que ça allait aller quoi. Mais c'était à force d'être malheureuse dès que j'étais seule quoi. Dès que je rentrais chez moi et que j'étais seule, j'étais triste. Et moi qui j'ai l'impression d'avoir une personnalité joyeuse, j'aime provoquer le rire chez les gens, en fait j'ai besoin de bonheur, parce que tout le monde en a besoin, mais en tout cas moi j'ai toujours aimé que ce soit lumineux autour de moi, être avec des gens lumineux et tout. D'un coup tu sens que tu deviens, tu portes avec toi un truc hyper sombre, et je pouvais plus. Moi je me regardais dans le miroir et je me voyais tellement triste. Franchement j'ai retrouvé des carnets où j'écrivais, mais j'étais tellement triste que ça allait plus quoi. Et aujourd'hui, t'arrives à être seule ? J'adore être seule. Ah ouais ? Ouais, je kiffe. J'en ai besoin. J'ai trop besoin d'être seule pour être avec les gens. Je fais partie de ces personnalités, moi, où pour pouvoir passer du temps avec les autres, j'ai besoin de recharger vraiment les batteries seule. Donc ouais, j'aime passer du temps seule. J'aime pas trop souvent être toute seule. Mais quand tu le choisis, ce temps-là, c'est vraiment agréable. C'est plus quand tu choisis pas d'être seule que c'est pas cool. Ok. T'as peur qu'on te catégorise comme l'artiste qui a des problèmes de drogue ? Ai-je lu ? Ou entendu, je sais plus. À un moment donné, je pense que ça me faisait peur, parce que on a décidé à un moment, quand j'ai fait mon premier album, j'ai décidé de l'appeler Plaisir, Risque, Dépendance. J'ai mis le curseur à fond, j'ai dit ok, on va jouer cette carte. De toute façon, mon album parle de ça. Donc jouons-le jusqu'au bout, ce truc-là. Mais au bout d'un moment, je faisais des interviews et tout, on me parlait que de ça, et je me disais, ah ouais, quand même chiantos. Mais là, tu vois, dans mon EP, je raconte quand même d'autres choses, et je deviens quelqu'un d'autre, et je grandis, et ce que je fais, mes chansons, mon travail grandit avec qui je suis, et donc en vrai, j'ai pas peur qu'on me catégorise comme ça. Je sais que si moi-même je me catégorise pas comme ça, les autres le feront pas. Enfin, j'ai l'impression que j'arriverai à amener les gens dans mon sens et à les faire voir ce que je veux qu'ils voient. Peut-être que je me trompe, mais j'aime bien me dire ça. Parce que sinon, c'est la cata, quoi. Et t'aimerais qu'on te voit comment ? Là, franchement, la Disaster Girl, c'est vraiment moi. Non, j'aimerais qu'on me voit... Franchement, j'aimerais qu'on voit que je suis une bosseuse. Même si je suis très flemmarde, en vrai, je suis une bosseuse. Et qu'on me voit comme quelqu'un d'authentique. Parce que c'est ce que j'essaye de faire tous les jours, c'est être au plus proche dans mon travail, d'être au plus proche de qui je suis vraiment. Et que, oui, je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Mais je suis pas quelqu'un de triste, même si dans mes chansons, je suis souvent triste. En vrai, je me considère pas comme quelqu'un de triste. J'ai l'impression que les textes parlent souvent d'un truc sombre, mais dans la forme, il y a un truc vraiment qui va beaucoup plus vers la lumière, vers... Enfin, moi, la façon dont je les reçois, c'est « Ah, vas-y, c'est la merde. On en fait quelque chose de beau, on en fait quelque chose de fou, tous ensemble. » C'est drôle parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me disait exactement ça, qui venait de découvrir mon travail, qui travaille dans le cinéma, et il me disait c'est fou parce que quand j'ai découvert ton travail, t'abordes des thématiques hyper graves, mais à chaque fois on sent qu'il y a de la lumière, et je trouve que c'est un bête de compliment, parce que comme je disais, ma musique, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus proche de moi, et qu'en fait je me vois vraiment comme ça, quoi. J'ai porté pendant longtemps une tristesse, je peux être souvent triste, je vis tout comme une agression ou un drame dans mes émotions et tout,
Mais en fait, la vérité, c'est que j'aime trop vivre. J'ai un désir immense de vivre des choses. Que c'est ce désir-là qui m'a sauvée, qui m'a donné envie de me battre, qui m'a donné envie de me guérir. Et du coup, qu'on arrive à le capter dans mes chansons, je trouve que c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment un pari réussi. Tu vois, tu me demandais qu'est-ce que t'aimerais que les gens voient de toi. Ben, en vrai, ça, c'est ouf. C'est quoi le dernier truc que t'as appris? Le dernier truc que j'ai appris? Ouais. C'était hier soir. J'ai regardé pour la première fois Batman The Dark Knight, je l'avais jamais vu, mais j'ai appris que le Joker, donc qui est joué dans ce film-là, il est mort avant la sortie du film et que ça avait un peu contribué au mythe de comme c'est le meilleur Joker qu'il y a eu dans Batman, que ça a contribué au mythe de genre en fait il est mort parce qu'il était trop dans la folie du personnage et tout. Ah ouais. Et j'ai appris aussi qu'il y a une scène où il fait tout péter derrière lui l'hôpital et en fait le détonateur bug et donc c'est le Joker hein, qui veut faire tout péter. Le détonateur bug mais que c'était un vrai bug sur le truc, genre ça explose un peu mal et le Joker improvise en mode ça déconne le truc et en fait ça déconnait vraiment sur le set. Mais ça a rendu la scène extraordinaire. C'est la dernière chose que j'ai appris, c'est que c'était un vrai bug. Ok. T'aimes bien les bugs malheureux? Enfin, les bugs heureux plutôt? Ouais, de ouf. Ah bah c'est trop bien ça en studio quand il y a des erreurs, les accidents quoi. Je sais pas, un effet qu'on n'avait pas choisi de mettre sur la voix, un truc qui déconne, un autotune qui bouge et en fait ça fait un truc trop stylé. J'adore. Et c'est quoi le prochain truc que t'aimerais apprendre? Oh, la guitare. Ah ouais? J'ai tellement envie d'apprendre la guitare. La guitare, ouais. Ouais, de ouf. Avant, je détestais pas la guitare, mais j'avais un truc de genre, bon, un morceau à la guitare, ça me saoulait un peu. Et je sais pas, j'avais vraiment pas d'affect avec cet instrument. J'étais vraiment piano, synthé et tout. Et là, depuis... Billie Eilish, elle avait sorti un EP qui s'appelait Guitar Songs. Et pareil, je m'étais pas trop pris au début. Et en fait, maintenant, j'adore. Et je suis une très grande fan de Billie Eilish. C'est vraiment mon idole. Et pour composer et tout, je trouve ça trop bien. Et je sais pas du tout jouer de guitare, mais j'aimerais bien apprendre. Billie Eilish, Miley Cyrus. Ouais. J'ai lu quelque part que t'avais un peu envie d'essayer de rencontrer Miley Cyrus. Est-ce que c'est arrivé déjà? Non, jamais. Jamais, ok. Mais j'ai beaucoup rêvé de la rencontrer. Elle est avec tous ces... Non. Elle est là. Et qu'est-ce que tu leur dirais en vrai? J'ai l'impression que c'est très dur. Genre moi, les personnes que j'admire le plus au monde, je pense que je ne veux jamais les rencontrer. En fait, ouais, c'est horrible. Bah, parce que je vais faire cette phrase que tout le monde dit, genre, merci, t'as fait la personne que je suis aujourd'hui. Enfin, des trucs que, malheureusement, et heureusement, elles entendent tous les jours, quoi. Franchement, ouais, j'ai pas envie de les rencontrer, en fait. En fait, j'ai envie d'être leur pote, mais j'ai pas envie de passer par la case gênante de genre, I love your work. Non. Tu penses que combien de gens se disent ça à ton sujet? Bah, je pense qu'il y en a aussi, c'est ouf en vrai. En fait, je me rends pas compte quand il y a des gens qui me disent merci parce que ta musique m'accompagne et tout. Je me rends pas trop compte de ce que ça veut dire, alors que moi-même j'ai ça avec d'autres artistes. Mais ouais, non, c'est fou. C'est fou en vrai. Il y a vraiment des artistes qui nous accompagnent dans la vie et j'aime trop la musique, putain. Non, mais je te jure, j'adore. Le fait de pouvoir écouter de la musique, que ça me rappelle une période spécifique de ma vie et tout, je trouve ça hallucinant. Est-ce que c'est possible d'être pudique quand on fait de la musique? J'ai l'impression que c'est donner tellement de soi et tellement... Je pense que ça dépend aussi comment tu l'abordes. Mais franchement, je sais pas. J'imagine qu'il y a des artistes qui inventent des choses de toutes pièces. Oh, je sais pas, non, vraiment, peut-être même pas. En tout cas, moi, c'est impossible pour moi d'être pudique. J'ai besoin de vérité, quoi. C'est un processus aussi pour me chercher, pour me trouver la musique. Donc, je vais puiser dans ce que j'ai pour mieux me comprendre et mieux me connaître aussi. Et qu'est-ce que t'as appris à ton sujet grâce à la musique? Bah, que je suis hyper fragile, mais que ma fragilité, elle me rend forte et elle m'embellit aussi. Que je suis douée, mais moi, il n'y a pas de mais, que je suis douée. Et je sais pas, elle
elle a un effet pour moi quand je fais de la musique, ça démêle un peu mes pensées, quoi. Parfois, j'écris des choses et je me rends compte, un peu comme de l'écriture automatique. Et en fait, c'est là, c'est comme aller chez le psy et commencer par dire un truc qui te paraît un peu insignifiant et tu te rends compte qu'en fait, tu fais une séance d'1 heure à partir de ce truc insignifiant et tu te rends compte de la place que ça prenait dans ta tête. Bah, ça me fait un peu ça avec la musique, quoi. Parfois, j'écris un truc et je peux écrire une chanson à partir d'un petit truc insignifiant, enfin que je pensais insignifiant, et en fait, ça en dit long sur ma personnalité, qui je suis et ce que je ressens, quoi. Merci Adèle. Merci beaucoup Fanny. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. L'album d'Adèle Castillon, Plaisir, Risque, Dépendance, ainsi que son double P Crève-Cœur sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Je mets tous les liens d'écoute en description, ainsi que tous ceux pour suivre Adèle sur les réseaux ou voir ses dates de concert. Là, il y en a pas mal cette année, donc checkez ça. Et j'ajoute aussi les liens pour rejoindre ce podcast sur les réseaux, @JeanKiDoute, pour vous abonner ou pour me suivre moi, @FannyRuet, pour ne rien rater de la suite. Des bisous. Comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, le merveilleux, le florissant Maxime Wathieu.